Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce débat sur la digitalisation dans la formation médicale. Est-ce que c'est une chance ou un piège? Alors, ça pourrait paraître rétrograde de penser qu'il y a des pièges dans la digitalisation, mais en fait le débat est beaucoup plus intéressant que ça. Et pour ça, on a invité pour en parler autour de cette table donc, Dr Jérôme Corré, le chef de service de cardiologie au CHU Nord, professeur Frédéric Sacher, qui est rythmologue au CHU de Bordeaux, Dr Fabien Vagnette, qui est chef de service au CHU Nord de La Réunion des urgences et est très intéressé par le digital. Dr Walid Amara, qui est mi-temps rythmologue, mi-temps youtubeur, qui fait des vidéos hyper intéressantes sur la rythmo. Et professeur Adnet, chef de service des urgences à Avicenne. Donc pour nous, c'est un sujet assez brûlant, la digitalisation, parce qu'on sort dans 2 jours le site de l'école numérique de cardiologie. Dans cet enthousiasme un peu général de l'équipe, on a entendu une phrase récemment d'une chef de service qui nous disait, une chef de service que j'estime beaucoup, d'une autre spécialité, et qui nous disait qu'elle était inquiète des effets pervers du digital sur ces jeunes, sur le niveau des jeunes médecins qui travaillent dans son service. Et c'est un peu comme un GPS, on est tellement obnubilé par le GPS qu'on ne regarde plus les panneaux et que du coup parfois on se trompe. Et du coup, en creusant un peu la question, on tombe sur effectivement des expressions un peu inquiétantes. Totalitarisme numérique, la fabrique du crétin digital, civilisation du poisson rouge. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous pensez autour de cette table des bénéfices, mais aussi des risques de cette digitalisation à marche forcée? Bon, j'ai une petite anecdote rigolote. En fait, dans ma vie antérieure, moi je suis un gars du Nord, et un de mes jeunes internes, quand j'étais à Valenciennes, je lui dis: est-ce que tu veux que je te montre comment on met une voie veineuse centrale? Il fait: ah ouais, bah écoute, ça fait 1 semaine que je regarde des tutos sur YouTube. Donc là, j'ai bloqué 2 minutes, je fais: on y va pas. Finalement, on l'a fait à 4 mains, et puis il s'est plutôt bien débrouillé. Donc je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses. Déjà, il faut qu'on fasse avec. Parce qu'il suffit de faire des cours maintenant dans un amphi pour voir qu'il n'y a plus personne qui a un papier et un crayon, mais ils ont tous soit un iPad, soit j'allais dire un Mac, mais ils ont tous un ordinateur, un laptop on va dire, et donc de toute façon il faut absolument qu'on s'adapte. Et s'il y a un truc sur lequel je suis franchement très enthousiaste, c'est ce que Louis-Marie a présenté, cette nouvelle plateforme cardiologique en ligne, parce que ça va être quelque chose enfin fiable. Parce qu'on a toujours des difficultés à avoir la fiabilité. Il suffit de voir tous les jours, on a tout ce qui est fake news et des gens qui ont plein de certitudes. En tout cas là, on aura un outil qui est robuste et en plus numérique. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'aurais rêvé d'avoir autant d'informations disponibles pour la formation sur Internet, des vidéos, et le seul inconvénient, c'est que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet. Et c'est pour ça que l'outil que vous développez est très utile, parce qu'il sera validé, et au moins quand on ira sur cette source-là, ou comme quand on va sur le site d'une société savante, on a les informations. Mais c'est vrai qu'on manque de ces éléments-là validés. Mais c'est vrai que maintenant il y a foison d'infos, et ce qui est plutôt bien, parce que ça permet de partager l'information, et que l'information soit partagée et pas uniquement réservée à uniquement quelques personnes. Alors moi, qui suis probablement le plus ancien de nous, on est combien? 2, 4, 6. D'abord, je pense que c'est inéluctable. Toute la question est de savoir si la digitalisation de l'information médicale par rapport à un cours en présentiel altère la transmission de connaissances. A priori, j'ai l'impression de dire non. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction avec l'analogie avec le GPS. Parce que je suis peut-être le seul à cette table à avoir connu les plans Michelin pour me diriger avec ma voiture. Oui, moi je l'ai connu en vrai avec mon permis de conduire. Et bien contrairement à ce qui a été dit, je pense que je me trompais beaucoup plus avec le plan Michelin et les panneaux indicateurs qu'avec le GPS. Autrement dit, il y a eu une formidable accélération avec la Covid qui a fait exploser le distanciel. Je rejoins complètement en disant que maintenant on a accès, sur un congrès, on a accès à toutes les sessions que l'on peut voir chez soi. Et ce que tu dis est très vrai, est-ce que cette quantité d'informations nouvelles, et c'est ce qu'on disait à l'apparition d'Internet, que tout d'un coup on aurait énormément d'informations. Est-ce que ça va altérer d'une part la qualité de l'information, et d'autre part
la qualité de la transmission de l'information. Parce que quand on a une vingtaine de tutoriels au choix, est-ce qu'on va choisir le meilleur? Est-ce que tous ces tutoriels vont finalement augmenter notre niveau de connaissance ou le moyenner vers le bas? C'est des questions qui sont encore ouvertes, à mon avis. Il faudra faire des études d'ailleurs, de comparer du présentiel versus du distanciel sur la même information. Ça pourrait être une étude intéressante. Mais je crois que de toute manière, on ne va pas y échapper. Ouais, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est effectivement indispensable et même très enrichissant. On voit par rapport pour le congrès, par exemple, aujourd'hui, ça permet d'échanger avec des gens qui sont plus loin, qui n'ont pas pu venir forcément jusqu'ici, de la transmission d'informations et d'aller chercher des informations qu'on n'aurait pas eu physiquement. Après, la question, ce qui a été adressé, c'est de trouver la bonne information parce qu'effectivement, il y en a foison et tout n'est pas de même qualité. Et donc, c'est un petit peu ça le risque. Mais sur des choses encadrées, bien balisées, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pour les patients également, je sais qu'il y a pas mal de documentation, d'informations. Alors, en consultation, et c'est un point pour moi important, c'est que c'est indissociable du physique. C'est-à-dire que c'est en plus du contact humain, c'est une information supplémentaire et c'est dans mon esprit vraiment complémentaire. C'est-à-dire que pour les informations, on leur explique les choses, mais souvent ils sont sidérés, surtout quand on évoque des mauvaises nouvelles, et donc ils ont besoin, dans un deuxième temps, de réentendre les choses. Et vraiment, on a avec les outils numériques cette possibilité de les renvoyer après. Et nous, ce qu'on fait en consultation, c'est qu'ils ont un petit dépliant avec des adresses sur lesquelles ils peuvent aller revoir certaines choses, des tutos, des listes de médicaments contre-indiqués, enfin des informations importantes. Pour en revenir plus à la transmission de l'information médicale, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès du tout numérique, parce que ça a été dit un peu, mais il y a un peu la hiérarchisation de l'information et surtout dans l'éducation pour nos étudiants, la façon de monter progressivement. Il y a une pédagogie derrière et je pense qu'il y a certaines facultés qui font par exemple leur première année de médecine tout en distanciel. Je pense que c'est pour le coup assez néfaste que ce soit du 100% virtuel, qu'il y ait un mix des deux et par contre ça est absolument indispensable à mon sens, quoi. Il y a surtout une réduction des échanges sociaux chez les étudiants aussi. Exactement. Ce qui fait partie de la vie et du médecin en plus, parce qu'on va aller voir nos patients. Alors, on peut imaginer qu'il n'y ait que de la téléconsultation. Alors, c'est très bien la téléconsultation quand les gens sont éloignés, quand il n'y a pas de possibilité de déplacement. Mais le contact humain, l'impression qu'on a, enfin tous, quand vous voyez un patient, vous avez déjà un feeling de, même avant de l'avoir interrogé, de le voir, comment il est. Alors après, avec l'interrogatoire, on avance plus, mais effectivement, pour les étudiants, il y a un contact humain de socialisation, de connaître, de réseau aussi, qui est hyper important, de savoir à qui on va aller adresser. Et c'est vrai qu'il ne faut pas perdre cela. D'ailleurs, ça a été largement mis en évidence par les psychiatres des étudiants pendant la Covid, où il y a une désocialisation extrêmement importante et une explosion des consultations en psy chez les étudiants. Et tous disaient la même chose, c'est-à-dire que le distanciel avait tué les rapports sociaux entre étudiants qui sont fondamentaux à cette époque-là. Le rapport avec l'ordinateur ou la tablette est quand même moins sympa. Quand même. Oui, puis il y a des dangers de s'isoler. C'est ça, et au-delà du côté sympathique, effectivement, il y a un côté psychologique et psychiatrique, quoi, hein, hyper important de contacts sociaux. J'ai participé cette année à un diplôme interuniversitaire comme étudiant. Et quand il y a eu la pandémie vers janvier, février, les cours étaient en distanciel. Les médecins qui participaient à ce DIU comme participants voulaient le présentiel. Hein. Et ils ne connaissaient pas Zoom. Vous connaissez tous Zoom, vous avez fait plein de webinaires, etc. Mais eux, ils ne connaissaient pas Zoom et ça les embêtait de faire du Zoom. Et l'université n'était pas prête, à Paris, n'était pas prête de faire de l'hybride. C'est-à-dire que quand on est repassé au présentiel, il fallait choisir entre soit le présentiel, soit le distanciel. Mais il n'y avait pas le mixte. Et je pense qu'il y a de la place pour... je pense que le cours magistral, c'est vrai qu'il pourrait être remplacé par un cours qui est enregistré. On peut le mettre à jour, mais globalement, ce sera toujours le même cours et un étudiant peut le voir tranquillement. Et c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est des cours où il y a de l'interaction. On pourrait mettre plus d'interaction sur des petits groupes. Et certains cours à valider, les industriels pour leurs techniciens, ils le font. Ils ont des ingénieurs partout, ils valident leurs modules à distance et ils n'ont pas obligatoirement le cours présentiel. Moi, je pense qu'il faudra probablement un mixte. C'est vers ça que s'oriente le Canada, parce qu'ils ont des grandes distances et des conditions météo souvent difficiles. Et du coup, c'est cette répartition qu'ils ont déjà mis en place. Et qu'est-ce qu'on va faire chez soi en digital?
Et par contre, il y a des sessions, notamment qui favorisent la communication et puis la transmission, où là, c'est présentiel obligatoire. Et même les congrès internationaux, là, on a eu en rythmologie le congrès américain HRS ou européen IRA, ils étaient en forme hybride, c'est-à-dire qu'on pouvait aller assister aux sessions, mais on pouvait aussi y avoir accès à distance. Et ça, pour moi, c'est le futur. Enfin, à terme, tous les congrès devront avoir ce mode-là pour permettre une large audience. Comme le congrès d'aujourd'hui. Comme le congrès d'aujourd'hui, Sachant que la plupart des congrès internationaux, on y va plus pour échanger oralement dans les couloirs que d'assister aux sessions. Et ça risque de se perdre. Donc oui, il y a du pour et du contre. Mais c'est sûr que dans les congrès internationaux, avec le réchauffement climatique et sûrement la baisse du transport aérien, on va vers une explosion du distanciel. Mais c'est vrai que quand je vais dans un congrès, je recherche aussi mon interaction avec d'autres chercheurs, savoir un petit peu où ils en sont, et là, ça ne peut pas se faire en distanciel. Et c'est un peu ce qu'on disait pour la socialisation des étudiants. On cherche un peu nos collègues, et les discussions dans les couloirs sont génératrices d'idées nouvelles, sont génératrices d'accélérer de nouveaux protocoles. Et de collaboration en plus. Et ça sert à ça, un congrès. Ça sert aussi, bien sûr, à la transmission de connaissances, mais ça sert aussi à une rencontre de chercheurs pour dynamiser les recherches. Et si on fait que du distanciel, on l'a plus, ça. Et pourtant, c'est fondamental. Dans notre vie courante, la digitalisation a fait que l'interne est dans un bureau avec un ordinateur, alors qu'avant, comme il y avait le chariot, il voyait les patients. Donc maintenant, il les voit très très peu. Et en fait, maintenant, je ne cherche plus les internes. Ils sont dans un bureau, alors qu'avant, je ne savais pas où ils étaient parce qu'ils pouvaient être dans n'importe quelle chambre. Donc je peux très facilement trouver mon interne, contrairement à ce qui se passait avant. Et puis même maintenant, avec tous les outils, on a l'écho, on a ceci, on a cela. Personne va obligatoirement mettre un bon coup de stéto et voir cliniquement le patient, et on se fondera sur des examens. Donc ça, c'est au-delà même de la formation, mais l'effet du digital, il est aussi dans la pratique courante. Et des fois, voilà, il n'y a pas mieux que prendre l'interne par la main, dire viens, on va aller voir le patient lui-même et tu vas voir, on va voir à quoi il ressemble. Mais même parfois au niveau des congrès, même quand on est en Outre-mer, en fait, ça nous permet d'avoir accès beaucoup plus facilement à des congrès. Mais comme disait Frédéric, en fait, là, il y a 10 jours, il y avait le congrès urgence. Moi, je voulais absolument y être pour justement pouvoir se rencontrer, parce que ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas pu se voir, et également échanger, même faire du recrutement. Hein, où il faut y penser aussi, mais c'est des périodes qui sont très très compliquées. En Outre-mer, même si l'île est extraordinaire et a énormément d'attrait, se dire de faire le pas, de venir s'installer en Outre-mer, c'est un peu compliqué, et réussir à rencontrer les gens, ça motive plus. Moi, il y a 5 ans et demi, quand on est venu avec mon épouse, mes 2 filles et mon chat, c'était un sacré pas qu'il fallait faire. Et ça, si on ne rencontre pas les gens uniquement en face à face, quoi, c'est mort, on n'y arrivera pas. Rien que par des annonces, c'est beaucoup plus compliqué. Faire le mix des deux, c'est probablement la bonne formule, parce qu'effectivement, nous, avec le CNCH, on avait fait les webinaires du CNCH. C'est vrai que là, j'étais sur un congrès à Alger et j'ai vu plein de jeunes qui sont venus me voir. Ah, on suit vos webinaires, c'est le mardi, le jeudi. Donc je dis, c'est-à-dire que ça touche une audience que ces gens-là ne seraient peut-être pas obligatoirement venus à Paris assister au congrès parce qu'ils n'auraient pas eu le visa, etc. Et ça permet plus d'échanges. Donc, c'est sûr, ça permet un gain en connaissances et en compétences énorme. Mais du coup, ce qu'il disait après la chef de service, c'est qu'il disait sur une question médicale, j'ai l'impression que mes jeunes qui viennent à mon service, n'ont une connaissance qui n'est plus que parcellaire, parce qu'ils savent que de toute façon, dès qu'ils ont une question, ils iront sur Internet. Est-ce que dans la formation universitaire de demain, on pourrait trouver des techniques pour utiliser le digital, mais toujours forcer cet effort de mémorisation et qu'avaient peut-être plus les générations précédentes, pour avoir une vision pas parcellaire, mais bien globale et profonde de chaque question? C'est un vrai problème sur la formation initiale et je pense aux sciences fondamentales, hein, la physique, la chimie, les mathématiques. Je pense que le distanciel est probablement aussi efficace que le présentiel. Par contre, les rencontres entre étudiants, la façon dont on a compris un problème, moi je me souviens très bien qu'on comparait notre réception de connaissances entre étudiants pour savoir si on avait bien compris ou pas bien compris, ou fait un contresens, ça n'existera plus si on est tout seul dans sa chambre à faire du distanciel. Donc je crois beaucoup à la version des Canadiens que tu nous avais exposée tout à l'heure, c'est-à-dire de faire un mixte et de faire des rencontres sur justement analyser comment la transmission des connaissances a été faite en distanciel.
Moi, en tant qu'enseignant, j'aime bien le distanciel parce que ça me permet de répéter mon cours. Si je parle mal ou si je fais un contresens, de pouvoir me réenregistrer. Et puis, c'est un gain de temps énorme. Bien que j'aime bien l'amphi quand même, mais après c'est ça, de faire un cours ou un congrès face à face, on voit la réaction aussi du public et ça permet aussi d'adapter son discours et les points à marteler plus ou à passer rapidement et donc d'adapter. Direct, des fois tu vois quand c'est mal passé. Mais c'est un petit peu moins. Bon après ça c'est un peu des détails, hein, mais non, mais indéniablement de toute façon c'est le futur et pour moi c'est une avancée. Pour revenir à la mémoire, est-ce qu'il faut vraiment former des médecins qui ont des grandes mémoires plutôt que d'avoir un cheminement, parce que finalement, est-ce qu'on doit tout apprendre par cœur à la place de l'ordinateur, mais au contraire céder, et peut-être qu'il y a en termes pédagogiques une réflexion à avoir sur comment former les étudiants, peut-être moins de connaissances qui peuvent être retrouvées facilement, mais plus de démarches diagnostiques et effectivement de façon d'arriver au diagnostic, quoi. Ils doivent taper les bons mots-clés sur Internet. L'algorithme. C'est une vraie réflexion. Non, mais c'est une vraie réflexion. Tu vois, tous les calculateurs, maintenant on a des calculateurs de score de risque pour tout. Enfin, ça sert à rien d'apprendre par cœur tout est terrible. Au congrès, il y avait une com qui était. C'est ça. Oui, il y avait une com sur ça qui était super intéressante. Il montrait en fait qu'en simulation, il y avait deux bras. Un bras où il faisait une réanimation sans aide, un bras où il faisait une réanimation avec une aide disponible, avec l'iPhone dans la poche, quoi, avec le skiff. Et c'était bien plus efficace avec l'aide qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas. Le fait de savoir qu'on peut avoir accès au protocole, on va discuter protocole la semaine prochaine. Moi, premier truc que je vais faire, c'est je vais le mettre dans ma poche parce que je suis certain que au moment clé, on va hésiter et le fait même de savoir qu'on a cette aide possible, plutôt que de se taper un énorme carnet qui va faire 10 kilos et tout en digital, c'est vraiment, je pense, une aide majeure. De toute façon, c'est un mouvement de fond. Hein. Regardez les livres, il y a de moins en moins de livres. Les traités de médecine, plus personne n'en achète. L'Harrison, je ne sais pas si vous l'avez acheté. Moi, je l'avais acheté parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Mais maintenant, on a une question en médecine, on tape sur Google. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus puissant. Et pour les journaux, alors on a un rapport avec le livre, avec la page, etc., qui rejoint un peu le débat qu'on a avec... Un peu nostalgique le fait de tourner les pages, de marquer dessus. Moi, de voir un prof en amphi en présentiel, moi, ça a aussi quelque chose d'impalpable, un peu comme la page d'un bouquin, qui est une certaine nostalgie. C'est malheureusement pour moi générationnel, mais on n'y pourra rien. On va droniser les avions de ligne, les métros maintenant n'ont plus de conducteur. Les affiches publicitaires nous screenent de manière digitale. Je crois qu'il va falloir trouver un équilibre pour ne pas perdre cette sociabilité qui est à mon avis fondamentale. Et l'équipe, peut-être que c'est les Canadiens qui sont toujours en avance dans l'éducation qu'il va falloir trouver. Et dans beaucoup de domaines, l'intelligence artificielle bat l'homme. Hein, donc de toute façon, quand tu vois maintenant même les radiologues commencent à utiliser les logiciels de reconnaissance automatique des fractures. La radiologie est condamnée. La radiologie, voilà. Et dans beaucoup, même en cardio. On piloter des avions. Il y aura peut-être des pilotes en secours. Ouais. On pilote des avions parce que les passagers ne monteraient pas s'il n'y avait pas de pilote. Mais les avions de ligne peuvent être dronisés du jour au lendemain. Hein. Ça, tout le monde le dit. On va continuer. Oui, mais nous, on continue. Ça nous donne un bon aperçu à la fois des bénéfices et aussi des risques. La mémorisation, quand même, je pense quand même que c'est une perte rapide qu'on a à nos générations sur la mémorisation. Probablement quand même qu'il ne faut pas trop tout lâcher là-dessus, parce que pour le développement cognitif, et puis parce que parfois, si on ne se souvient pas des choses, on ne sait pas qu'il faut aller la chercher sur le digital aussi. Oui, bien sûr. L'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas de mémorisation, mais peut-être différent, plutôt que d'apprendre un livre par cœur de A à Z. Mieux ciblé peut-être. Beaucoup mieux ciblé sur des façons de faire, plus que sur... vraiment de tout connaître de A à Z sur une thématique que tu peux aller chercher par ailleurs, mais savoir ce que tu sais pas et où aller le chercher, quoi. Mais bien sûr, non, il faut. Enfin, l'idée c'est pas non plus de robotiser les choses. Hein. En consultation, on peut pas se permettre de toute façon de regarder la question, pour voir comme ça. Donc il faut avoir aussi cette connaissance pour gérer l'urgence et la consultation. Ouais. Et donc le mot de conclusion, si ça vous irait, ça serait qu'il faut qu'on arrive à inventer dans les prochaines années des solutions hybrides qui sachent prendre le positif à la fois de cette digitalisation à marche forcée, mais en mettant des cadres qui nous permettent de continuer de vivre ces moments de compagnonnage humain présentiel et puis
Et puis le développement de nos réseaux professionnels qui sont extrêmement importants pour l'apprentissage, l'envie de progresser et puis le développement de projets. C'est un point d'équilibre à trouver. C'est exactement ça. Compagnonnage, ça c'est un mot qu'il faut retenir et pérenniser. Et j'espère que l'école numérique de cardiologie va en tout cas contribuer à la formation des étudiants. On va s'abonner. Merci beaucoup à vous tous. Merci.